Maintenant, je vais laisser la parole à Madame la ministre Valérie Glatini, qui est ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a de très nombreuses compétences et ce qu'elle me disait, c'est qu'effectivement, ça fait beaucoup de compétences dans un ministère, mais ministre de l'Enseignement supérieur, de l'enseignement, de la promotion sociale, de la recherche scientifique, des hôpitaux académiques, bienvenue aussi, de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, de la jeunesse, des sports et de la promotion de Bruxelles. Et vous me disiez, Madame la ministre, combien ce thème vous était cher. Donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci évidemment pour l'invitation à ce colloque. Merci à Madame la professeure Delven. Merci à vous tous d'être présents. C'est un vrai plaisir d'être là en présentiel, comme on dit maintenant. C'est un nouveau mot qu'on utilise tout le temps. Et c'est la première fois que moi je participe à nouveau à des colloques, à des conférences, on voit les visages et on voit ce qui nous a manqué pendant cette période de confinement. Je le disais, je me réjouis vraiment d'être ici parce que je pense que vous allez aborder un sujet ce matin tout à fait capital, celui de la transition vers l'âge adulte et les difficultés qui y sont liées. Et on sait que cette transition, ça vient d'être évoqué, mais vous êtes les mieux placés pour le savoir, évidemment. Elle apporte son lot d'incertitudes, son lot de difficultés. Je me souviens d'avoir lu durant mes études que Françoise Dolto utilisait l'image du complexe du homard ou en tout cas l'image du homard pour représenter ce passage de l'enfance vers l'âge adulte et l'enfant qui se défait de sa carapace qui est soudain devenue trop étroite et qui se retrouve complètement nu, complètement vulnérable. Et on se rend compte évidemment que ce défi du passage, il est encore plus difficile à relever pour des jeunes qui, au cours de leur vie, ont dû être soutenus pour des problèmes spécifiques, des difficultés sociales, des difficultés psychologiques ou encore des difficultés d'ordre psychiatrique. Et donc l'accompagnement et la prise en charge de ces jeunes aux difficultés multiples, c'est un énorme challenge. Je pense qu'à la croisée de plusieurs secteurs, ces jeunes se retrouvent perdus dans la multitude des soutiens qui peuvent leur être octroyés et sans doute qu'aucun ne répond totalement, ne répond parfaitement à leurs besoins. C'est un challenge, je pense, auquel nous devons tous et toutes participer et la concrétisation, évidemment, des premiers dispositifs, puisqu'évidemment, il y en a, les dispositifs ambulatoires d'équipe mobile. Il y a des projets spécifiques qui ont été mis sur pied et ils ont apporté, je pense, une première réponse. Mais voilà, ce n'était que des premières réponses et il conviendra de poursuivre la réflexion. Et je l'indique d'emblée, c'est véritablement une priorité de notre législature en matière d'aide à la jeunesse et trouver des solutions pour ces jeunes qui sont à la croisée de plusieurs secteurs. Et donc, pour trouver ces solutions, nous devrons mettre autour de la table les acteurs de la santé, les acteurs de la santé mentale, les acteurs du handicap et bien évidemment les acteurs du secteur de l'aide à la jeunesse. Notre objectif, c'est véritablement mettre en place un dispositif qui permette de comprendre le jeune dans sa globalité, dans tout ce qu'il a vécu, afin de répondre à toutes les difficultés qu'il rencontre. Il faudra collaborer, et collaborer en Belgique, on sait que c'est un véritable enjeu. On va devoir collaborer entre différents niveaux de pouvoir, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau des régions. Et c'est un objectif auquel nous nous attelons. Évidemment, il y a plusieurs réunions qui sont prévues entre les niveaux de pouvoir, je le disais, avec Alain Marron, avec Christine Montréal. Je sais à quel point ce chantier des jeunes à la croisée de plusieurs secteurs est important pour eux aussi. Et donc, nous ne lâcherons pas. On sait qu'il faudra mettre beaucoup d'acteurs autour de la table. C'est la difficulté du dossier, mais c'est un dossier qui est capital à nos yeux. Je suis convaincue, en tout cas, que cette collaboration entre les différents secteurs permettra d'envisager l'aide à apporter aux jeunes dans tout ce qu'il est. Et à ce réseau de professionnels, il sera évidemment primordial d'associer l'aide à la jeunesse, je l'ai dit, mais aussi les CPAS, les professionnels de l'aide sociale. Chacun doit œuvrer dans le cadre de ses compétences et offrir la meilleure transition possible
vers l'âge adulte. Et toutes les questions, y compris la question sociale que j'ai mentionnée, doivent être envisagées le plus tôt possible. On en parlait juste à l'instant avec Madame la professeure Delven. Elles doivent être envisagées le plus tôt possible pour éviter évidemment une accumulation des problèmes plus tard. Donc il ne s'agit pas ici de décider quel secteur est plus compétent qu'un autre pour la prise en charge du jeune, mais il s'agit plutôt de savoir comment les différents secteurs vont collaborer pour apporter la réponse la plus adéquate. On le sait bien, des services d'hébergement ou des familles doivent faire face à des situations où le jeune, à un moment donné, doit pouvoir souffler. Ces jeunes doivent pouvoir souffler, mais aussi leurs parents, mais aussi les professionnels qui les entourent. Ils peuvent avoir juste besoin de prendre un peu de recul, le temps de calmer la crise. Le dépaysement permet aux jeunes de se recentrer et ensuite de réintégrer son institution, ce qui évite une nouvelle rupture dans son parcours. Et bien évidemment, il sera essentiel d'associer les parents à ce travail intersectoriel que je mentionnais. Le principe, c'est véritablement de viser d'agir du jeune et de ses parents. Nous sommes convaincus qu'il faut reconnaître la parentalité, qu'il faut la légitimer, il faut la consolider. Il faut, je pense, donner aux parents la place qu'ils peuvent prendre, tout ce qu'ils peuvent assumer, mais pas plus. Et donc, il faut parvenir à construire avec eux une coparentalité. Et j'ai conscience de ce qui est demandé ici. C'est évidemment difficile, c'est de pouvoir placer le curseur au bon endroit, responsabiliser les parents avec tout ce qu'ils peuvent faire, mais pas plus. Donc, je pense que ce qu'il est important, c'est de pouvoir garantir aux jeunes de pouvoir effectuer un retour dans sa famille dès que c'est possible. Je l'ai dit, on accordera une place centrale durant toute cette législature à ces jeunes qui, désabusés malgré les aides mises en place, finissent par parfois errer sans but ni affiliation. Je pense qu'on doit pouvoir oser les collaborations. Elles doivent conduire à une addition de compétences qui permettent à chaque jeune d'avoir une place et de se sentir pleinement intégré dans la société. Parce que, comme le disait Euripide, aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Je vous souhaite en tout cas d'excellents, de fructueux échanges durant cette journée. Je remercie mon équipe, Raphaël et Marie, donc mes conseillers jeunesse qui vont y participer tout au long de cette journée. Merci à tous. Bonne journée. Donc, j'invite maintenant Monsieur Martin Cauchy, qui est donc conseiller auprès du cabinet d'Alain Marron. Excusez-moi. Et après, j'inviterai Monsieur François Leclerc pour le cabinet de Madame Moral. C'était l'ordre que l'on avait mis au départ parce qu'on pensait que Monsieur Marron devait être parmi nous. Donc, voilà. Je vous en prie. Donc, je vous rappelle que M. Alain Marron est ministre du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale, chargé de la transition climatique, de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie participative, membre du collège de la Commission communautaire française, chargé de la santé et de l'action sociale. Et je soulignais son action tout à l'heure par rapport aux jeunes en transition dans le cadre du Covid. Et donc, Alain Marron m'a chargé de lire son discours hier soir, parce que figurez-vous, il ne m'a pas empêché de vous le dire, sa femme est en train d'accoucher, donc c'était des bonnes raisons que pour ne pas être parmi nous aujourd'hui. Alors je vais essayer de lire le discours de la manière la plus claire possible. J'ai évidemment pas son éloquence, et j'essaierai de préciser, au-delà de ce qui est écrit, ou d'affiner peut-être les contenus que je vais vous lire au fur et à mesure des pages. Donc évidemment, le discours est écrit comme si c'était lui qui l'énonçait. Donc, il faut vous imaginer que je vais peut-être essayer de décrocher ou de décaler la forme, la première personne, mais ça ne va pas toujours être possible. Ne m'en voulez pas. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par remercier l'ensemble des partenaires de la chaire pour l'organisation de ce colloque, ainsi que tous les intervenants et le public ici présent et en ligne. Ce sujet de la santé mentale des jeunes est crucial. Quand on sait qu'un jeune en âge de transition sur 10 présente une prévalence de développer des troubles mentaux sévères et que 75% même des troubles psychiatriques commencent avant l'âge de 24 ans, il y a vraiment lieu de quoi s'inquiéter et d'en faire un sujet spécifique.
Alors, plus concrètement, comme nous le rappelle à juste titre le professeur Véronique Delven, l'essence de toute démarche clinique, quel que soit l'âge du patient finalement et l'école du clinicien, réside dans sa finalité pratique, le soin. Néanmoins, pour que ce soin soit le plus adéquat possible, il importe de continuer à affiner notre compréhension de ces soins, de ces cliniques au regard de l'âge des patients, de l'évolution de notre société et des normes sociales qui la met en dynamique. Entre adolescence tardive, injonction à l'autonomie ou encore surresponsabilisation de plus en plus précoce de certains jeunes, les repères générationnels deviennent parfois arbitraires et le passage d'une clinique ou d'une démarche clinique à l'autre ou d'un cadre clinique à l'autre ou d'une pédopsychiatrie à une psychiatrie, enfin, ou d'une psychiatrie ou d'une pédopsychiatrie pardon à une psychiatrie, on peut s'y perdre et ça peut même devenir problématique, voire engendrer certaines dérives psychosociales. Et donc voilà toute l'importance de ce genre de recherche interdisciplinaire que pour essayer de mettre en évidence ce qui se passe entre les lignes, entre les institutions, entre les approches cliniques et donc du coup ce qui donne corps ou pas corps justement à des parcours de soins parfois problématiques. Et donc pour autant, loin de moi l'idée de mélanger ou d'assimiler la pédopsychiatrie avec la psychiatrie. Ce qui me semble important, c'est d'assurer la continuité des soins au regard des dynamiques sociologiques que nous vivons. Le dialogue entre les cadres cliniques et les secteurs est vital pour le patient. Il était donc temps qu'il fasse l'objet d'une recherche conséquente et innovante sur le plan méthodologique comme vous le proposez ici, il me semble. Et je me réjouis donc de suivre les résultats de cette initiative afin de nourrir mes politiques en la matière. Pardon. Et donc en tant que ministre, enfin au conseiller du ministre, la santé des enfants, ados et jeunes adultes est au cœur de mes préoccupations depuis le début de la législature. D'ailleurs, on peut rappeler ici que d'un point de vue démographique, il représente près d'un cinquième de la population bruxelloise, hein, les moins de 24 ans. Et donc, dès début 2020, on a vraiment donné un point d'honneur à pouvoir renforcer ces équipes. Donc, dès début 2020, c'est une dizaine d'équipes enfants-ados des services de santé mentale bruxellois qui ont pu obtenir une extension de cadre pour une valeur de plus de 600 000 €, donc structurellement financée. Et donc le travail de ces équipes est primordial car en agissant sur la parentalité et l'enfance, lors de l'expression des premiers symptômes, nous pouvons diminuer les risques de troubles mentaux. Ça a été énormément objectivé. Je crois que ce n'est pas à vous que je dois le rappeler, mais c'est des choses sur lesquelles on est évidemment conscient et sur lesquelles on est informé. Et donc ces troubles mentaux sont en tout cas diminués et les troubles les plus graves qui surgissent à l'âge adulte sont minimisés si on les traite le plus tôt possible. Et en ces temps de crise, la majorité des études sur le bien-être des Belges s'accordent pour conclure que le problème de la santé mentale est doublé depuis le mois d'avril. Le stress, l'anxiété observés au début de la crise ont petit à petit laissé place à des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des pertes de confiance et des signes de dépression qui sont vraiment graves. Et donc parmi les personnes les plus à risque, un peu contre-intuitivement, ce que les études successivement ont mis en évidence, c'est que c'est les jeunes qui sont les plus touchés, avec les femmes, les soignants et les personnes qui souffraient déjà de problèmes de santé mentale, c'est sûr, mais il a été assez étonnant, même si on en avait l'intuition, parce qu'on y était attentif, d'observer un sentiment de mal-être qui soit croît en fonction des catégories les plus jeunes, soit décroît en fonction, pour le dire autrement, de décennie en décennie. Donc au plus on est âgé dans ces grandes études, que ce soit celle de Cienzano, de l'UCL, d'Anvers, de Gand, à l'exception de celle de Solidaris qui étrangement observe une diminution des problèmes de santé mentale, mais je pense qu'on doit plutôt se référer aux 4 autres qui corroborent, eh bien, au plus on est âgé, au moins on exprimait ce sentiment de mal-être lié à la crise. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de financer des projets avec notamment pour public cible les jeunes. L'objectif est de soutenir des démarches innovantes, interinstitutionnelles, au niveau intra- et intersectoriel, donc pas que au sein du secteur de la santé mentale.
Et par exemple, le SSMULB, dont certains membres sont ici présents, si je ne me trompe pas, puisqu'ils interviennent cet après-midi, a été renforcé dans ses missions d'accueil et d'accompagnement de la population estudiantine. Leur idée est de développer un site web afin de multiplier les médiums de contact et d'offrir aux étudiants un forum, un espace d'échange qui tienne compte du contexte technologique dans lequel la jeunesse évolue. Et en particulier, en cette période, pour beaucoup, les écrans ont été le seul moyen de communication avec l'extérieur de la cellule familiale. Et donc, ça fait sens aussi que de réinvestir des nouveaux médiums pour, d'une certaine manière, repenser l'accessibilité aux soins et les espaces ou les objets par lesquels ils peuvent passer, être incarnés. Je ne vais plus être très long, ne vous inquiétez pas. Les permanences ados ont aussi été renforcées au sein du SSMULB, qui comporte 3 antennes, et des groupes pour jeunes adultes dans les quartiers des Marolles, là où il y a une autre antenne que celle de Psycampus que je viens d'évoquer, vont être créés en collaboration avec d'autres acteurs locaux. Ce projet a une visée préventive, d'accompagnement bas seuil, d'augmentation de l'accessibilité à un soutien psychosocial, au travers de permanences sans rendez-vous et bien entendu gratuites. Et d'autres projets comme celui du Méridien, sur lequel on peut aussi un peu s'arrêter, en collaboration avec des acteurs du secteur de l'aide à la jeunesse, des éducateurs de rue, du secteur culturel, des plannings familiaux, orientent leurs actions dans des dynamiques d'outreaching qui s'avèrent de plus en plus utiles dans une période où pour ne pas le citer, Manu Gonzalez me disait il y a quelques semaines que ils constataient qu'une série de leurs patients, mais vraiment une proportion importante, non négligeable de leurs patients, jeunes ados ou jeunes adultes, avaient vraiment disparu des radars, à la fois de leur famille. Enfin, leurs familles ne savent pas où ils sont, l'école n'a pas de signal de vie de leur part non plus. Et donc, il faut aller vers ces jeunes, il faut aller là où ils sont, il faut aller travailler sur des leviers communautaires, sur d'autres formes, en tout cas, d'accueil de soins, pour aller recréer de l'alliance et du lien thérapeutique avec ces jeunes. Alors, ce sont bien sûr que quelques exemples pour illustrer l'importance d'aller vers les usagers, en particulier la jeunesse, son entourage familial, communautaire et scolaire, afin de recréer du lien et une forme d'alliance thérapeutique avec eux. Et c'est en tout cas à ce stade 800 000 € qui ont été affectés au secteur de la santé mentale dans le cadre de cette mesure de crise destinée à ce public cible. Et nous allons encore affecter plus d'1 million supplémentaire cette année et plus de 3,5 millions en 2021 afin de renforcer la mobilité des soins, la coordination des soins et le travail en réseau, ainsi que la création ou le renforcement de lieux de lien, de lieux d'accueil et d'action en santé mentale communautaire qui, si vous voulez, vise à sortir des cadres cliniques habituels pour repenser clairement dans un cadre du rétablissement l'action ou les soins en santé mentale, mais en agissant cette fois sur les déterminants comme le logement, l'activité, l'isolement social, le travail, quelconque projet que le patient voudrait soutenir ou développer. Et donc, nous espérons bien entendu pérenniser cette subvention de manière structurelle. Et il était absolument primordial, selon nous, de sans cesse renouveler au travers de ces appels à projets, ou du moins de repenser la manière dont on accueille la demande et la manière dont on adresse l'offre de soins au public afin d'intégrer les déterminants sociologiques du recours aux soins. Et il nous semblait que les intentions de la chaire de recherche que vous menez ici, dont il est question ici, se donnent cette même liberté afin de mieux penser les soins et les cadres dans lesquels ils s'instaurent, où ils prennent place, et de mieux repenser la pédopsychiatrie en lien avec la psychiatrie, et de continuer à les faire évoluer. Et donc je vous souhaite de riches échanges et réflexions autour de ces questions, et dont j'espère que vous allez pouvoir nous tenir au courant ou informer mon cabinet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cauchy. Si vous voulez être tenu informé, on prendra votre mail si vous me le permettez. Je vais maintenant inviter le conseiller de Madame Christy Moral, Monsieur Leclerc-François, Madame Christy Moral, qui est vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Alors, ce que me disait Mme Glatini en nous quittant, c'est qu'elle était très heureuse aussi que, malgré que vous ayez des options politiques différentes, les conseillers se connaissaient très bien, travaillaient très bien ensemble et que c'était aussi un moment de rencontre entre vous. Donc, j'espère qu'on y contribue aussi et je vous passe la parole.
Voilà, je ne vais pas être très long parce que je passe le 3e et donc le nombre de ministres montre la complexité du sujet. Voilà, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, voilà, je remercie de cette invitation, Madame Delven, et puis cette nouvelle chaire de transition qui est, à mes yeux, un moment important et clé dans l'histoire de la prise en charge en santé mentale. Je tiens tout d'abord à excuser Madame la Ministre qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui parce que les obligations gouvernementales liées à la crise Covid ne lui permettaient pas d'être présente, mais elle tient à vous saluer chaleureusement et vous souhaiter une très belle et riche journée d'échange. Aujourd'hui, en Wallonie particulièrement, le secteur de l'enfance et de l'adolescence transpire d'une organisation multisectorielle, malheureusement encore parfois trop cloisonnée. Alors, son organisation est riche, mais à la fois complexe pour garder un continuum de soins dans les situations les plus difficiles, celles qui mettent in fine à mal les réseaux, les professionnels, mais avant tout l'enfant, l'adolescent et son entourage. Nous parlerons d'incasables dans cette journée, d'errance, des dispositifs de soins ou encore des trajets de soins, ce qui démontre combien l'organisation de nos politiques est d'une importance capitale dans le parcours de ces jeunes, et ce, dans toutes les situations. Ayant moi-même, et d'ailleurs je salue certains de mes anciens collègues, coordonné la mise en œuvre d'une politique de santé mentale pour enfants et adolescents sur la partie territoriale du Hainaut, je sais ô combien les situations sont complexes dans les moments de transition. La prévention, la promotion de la santé mentale, l'aide à la jeunesse, l'ensemble des matières qui entourent ces enfants sont des matières qui ne peuvent plus se penser sans croiser nos regards, sans tenir compte des recherches, de vos avis, de cette future chaire. D'ailleurs, moi-même, je passerai mon adresse mail pour avoir les résultats de vos... voilà, merci Marie, de vos recherches, mais aussi l'histoire de nos avancées institutionnelles respectives. La société évolue, les besoins aussi, et nous devons pouvoir répondre aux enjeux de demain. En effet, cette Wallonie, puisque je représente le gouvernement wallon, et particulièrement le monde francophone, est à l'aube d'un très grand défi en termes de santé et de maillage de ses politiques. Comme vous le savez, il y a d'ailleurs une 6e réforme de l'État qui a transféré pas mal de matières de santé mentale au niveau des régions. Et c'est à cet égard que nous devons prendre le taureau par les cornes, si vous me permettez l'expression. Alors, vous me direz, les transitions sont parfois houleuses, les traversées difficiles, voire violentes, mais celles-ci sont souvent riches en apprentissage, en fraternité professionnelle et grandissent, il est vrai, à jamais la part d'humanité que nous avons en chacun d'entre nous et que ces jeunes ont la plupart du temps en porte-drapeau. Cette mise en réseau et non en concurrence des soins de santé, de la santé mentale, de la prévention et de la promotion de la santé, de l'aide à la jeunesse est d'une importance capitale dans le monde de l'enfance et de l'adolescence de demain. Les souffrances psychiques sont de plus en plus précoces et il est de notre devoir de mettre autour de la table l'ensemble des professionnels, des cabinets et des administrations concernées afin d'œuvrer à l'amélioration de la santé psychique des enfants, des adolescents, mais également des familles souvent démunies face aux problématiques de plus en plus complexes au regard de cette évolution de société. La crise Covid que nous venons de traverser est aussi une opportunité. Martin l'a dit, la région bruxelloise et d'autres ont investi dans la santé mentale. La région wallonne a fait de même, puisque on ne va pas être à celui qui a mis le plus de budget, on n'en est pas là aujourd'hui, mais on a également mis pas mal de budget dans la santé mentale de manière assez rapide pour pallier aux enjeux de la crise Covid ici et maintenant. Et je pense au travail qui a été mené tout au long de cette crise avec l'ensemble des acteurs, les fédérations, les acteurs de terrain, les syndicats également. Je pense que ce passage dans cette crise laissera des traces, évidemment, mais va permettre également d'inscrire certainement une autre vision de la prise en charge des soins de santé mentale. D'ailleurs, je l'ai écrit dans ce texte, quelle vision souhaitons-nous avoir du paysage de la santé mentale de demain? Comment structurer l'offre et permettre à tout un chacun d'en bénéficier? C'était clairement des questions qu'on se posait avant le Covid. Ce sont des questions dont on a dû répondre pendant le Covid.
Comment faire en sorte demain que les modèles de financement, mais aussi administratifs, évoluent afin de permettre à chacun de trouver sa place dans la société et non dans une case. Ce sont des défis auxquels nous devons nous atteler, car les conséquences de cette crise ne seront pas sans influence sur des transitions importantes des vies futures. À ce titre, nous devons accentuer, mais aussi évaluer la prise en charge des enfants et adolescents en réseau, en soutenant les initiatives existantes, mais aussi les nouvelles politiques de santé mentale pour enfants et adolescents, puisqu'on rajoute un niveau de pouvoir là, ces politiques sont fédérales, qui ont notamment dans leur mission le développement d'équipes mobiles de soins de crise de longue durée, l'échange et la valorisation des expertises entre les professionnels et l'ensemble des partenaires prenant part à ces politiques. Je ne serai pas plus long, mais en concertation avec le SPF, nous serons d'ailleurs très attentifs à l'évolution des différents projets, afin de garantir une qualité de soins et de prise en charge efficiente en Wallonie, et dès la signature de la convention cadre entre les différentes administrations, que ce soit l'AVIC, l'ONE, l'aide à la jeunesse et le SPF concernant cette mise en œuvre de cette nouvelle politique, nous ferons en sorte que l'ensemble de ces sujets soient mis sur la table de la plateforme intra-francophone afin de vous aider de manière plus efficiente à la mise en œuvre de votre travail, mais aussi à sa qualité. Madame la ministre se joint à moi pour vous souhaiter une agréable journée et riche en échanges et en partage de données et de savoir. Je vous remercie. Bonne journée.